Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire un commentaire de revue, on va dire, du journal 20 minutes intitulé avec le Muslim Women's Day. Est-ce que vous savez que ça existe, ça? Le Muslim Women's Day. Bon, pour ceux qui seraient pas anglophones, ça veut dire la journée de la femme musulmane. Voilà. Donc apparemment, l'association Lalab veut, voilà dans le titre, faire résonner les voix des femmes musulmanes. Ok, je veux bien, ok. Mais déjà rien qu'au titre, qu'est-ce que ça veut dire? Faire résonner les voix des femmes musulmanes. Quelque part, retournant au lycée et faisant une simple analyse du titre, sans même lire le contenu encore, sans même ne serait-ce que s'approcher du contenu de l'article. Faire résonner les voix des femmes musulmanes. Le titre en lui-même suppose déjà que s'il faut une journée pour la femme musulmane, c'est que la condition de la femme musulmane nécessite qu'on y attribue une journée, parce qu'elle est désastreuse, cette condition de femme musulmane, j'imagine, parce que s'il faut donner une journée à la femme, parce qu'on a déjà la journée des droits donc des femmes, on a déjà la journée par exemple des violences sexistes faites aux femmes, on a déjà plein de journées reliées à une potentielle et une avérée surtout, évidemment, condition déplorable de la place, du rôle de la femme, de la position de la femme dans certaines sociétés rétrogrades. Mais si on y rajoute ce facteur islamique, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la femme musulmane, donc de par sa confession, quelque part, nécessiterait une journée pour qu'elle puisse s'exprimer, parce qu'en temps normal, elle ne le peut pas. Bizarre tout ça. On continue, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Donc, samedi 27 mars, l'association Lalab organise la quatrième, en plus ils en sont à la quatrième édition, voilà, du Muslim Women's Day. Une journée de débat pour faire résonner les voix des femmes musulmanes dans leur diversité et leur pluralité. Ok. Vivement la non-Muslim Women's Day, du coup. On pourra fêter aussi la journée des femmes, donc non musulmanes en général, et également à travers ça, la journée des femmes apostates aussi. Voilà, des ex-Muslim Day. Voilà, peut-être, un jour. Mais bon, on commence la lecture de l'article. Reprendre en main donc le récit qui les concerne. Ok. Donc il y aurait un récit qui concernerait ces femmes qu'elles auraient perdues ou qu'elles n'auraient jamais, dont elles n'ont jamais eu on va dire la domination, dont elles n'ont jamais eu la garde. Voilà, et là elles le reprennent en main. Voilà, parce qu'elles n'ont pas eu en main en premier lieu. À savoir pourquoi, à savoir à cause de qui. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Donc cette année, l'association féministe antiraciste, la LAB, ouh, ça commence bien, ok, féministe antiraciste, ok, mais c'est très bien. Nous, quand on voit ça, on se dit que c'est quelque chose de très noble, justement, de très républicain, que d'être dans ces valeurs-là, d'égalité homme-femme, d'être dans la fraternité française, d'aller au-delà des races, au-delà des ethnies, au-delà des cultures, d'être tous unis autour de mêmes valeurs, d'un même projet républicain. Jusqu'à là, je trouve ça cohérent qu'une association qui ait ce genre de visée existe. Lance donc sa quatrième édition du Muslim Day, voilà, du 26 au 27 mars, ok. Après une édition en 2018 consacrée au traitement médiatique des femmes musulmanes, puis une seconde en 2019 dédiée à leur éducation et l'année dernière sur leur santé mentale, c'est leur force que le collectif souhaite mettre en avant avec ce nouveau thème, le pouvoir et la puissance des femmes musulmanes. En ce mois de mars, où de nombreux débats s'ouvrent sur les droits des femmes dans le monde exactement, leur but cette année est de montrer des images de femmes musulmanes en lutte contre la discrimination et de se réapproprier leurs récits et leurs histoires en investissant au maximum l'espace médiatique pour déconstruire les stéréotypes négatifs encore fortement répandus dans les mentalités en France. Ah là là. Donc en gros, leur but, c'est de s'attaquer non pas à des réalités qui existent dans le monde musulman et même en Occident, voilà, au sein des communautés musulmanes, par rapport justement à plein
d'injonctions patriarcales que peuvent subir les femmes musulmanes, non, ça les intéresse pas. Par contre, la chose à laquelle elles s'attaquent, ce sont des stéréotypes, donc des concepts. Donc, au lieu d'attaquer ce qu'on appelle les réalités concrètes, elles s'attaquent aux abstractions, donc imaginaires. Mais c'est pas grave, donc on appelle stéréotypes. Mais bon, continuons. Donc dans leurs locaux situés à Bagnolet, donc Seine-Saint-Denis, Fatima Bent, présidente de l'association, explique à 20 minutes l'importance d'un tel projet. Donc sur le sujet des femmes et des femmes musulmanes en général, la société est très stigmatisante. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce terme, la société. Ça veut rien dire la société comme ça. De qui on parle exactement? Tu as encore un interflou qui est censé on va dire, rendre son discours crédible, alors que pas du tout. Il rend son discours complètement inaudible. Parce que utiliser le mot société dans ce paragraphe, dans ce propos-là, n'a pas de sens en soi. Voilà, ça veut rien dire la société. Mais bon, est très stigmatisante. On parle de qui, là? C'est qui stigmatise exactement au sein de la société? Qui stigmatise? C'est ça que je veux savoir. Et bon, c'est pas grave, on continue. Parce que là, si on s'arrêtait à chaque phrase, on n'en finirait pas, hein. Euh, donc la construction médiatique sur ces sujets est assez sexiste. Et lorsque ça concerne des femmes arabes, on est toujours dans cette narration très stéréotypée. Donc là, on est en train de passer de femmes musulmanes à femmes arabes. Vous voyez le glissement sémantique, comment il est vicieux et insidieux. On passe de islam à arabité. On continue. On est d'accord que, comme je vous l'ai appris dans la vidéo, les erreurs à ne pas faire lors d'un débat sur l'islam ou avec des musulmans, c'est de ne pas confondre islamité et arabité. Voilà. D'ailleurs, comme je l'ai dit, la majorité des musulmans sont des Indonésiens, ne sont pas des Arabes. Bien que, bien sûr, la religion musulmane soit née dans un terreau humain, tribal, arabe. Bon. Donc la construction médiatique, je poursuis, donc il vient d'un imaginaire colonial. Ok. Donc là on passe de 2021 à imaginaire colonial. Donc, on est encore dans l'imaginaire colonial. Maintenant, en 2021, on parle d'imaginaire colonial. On en est là. Vraiment. On en est là. On parle d'une génération qui n'a jamais connu ne serait-ce que les bribes de la colonisation. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on passe de l'islam à arabité à colonial. Ok. Dont découle aujourd'hui cette narration sur les femmes musulmanes qui perdure depuis des années. Ok, donc la narration, elle peut pas juste être basée sur une réalité donc factuelle, moderne, contemporaine, ou juste se baser sur l'empirisme en fait. Voilà, sur ce qui se passe concrètement de visu. Non, elle doit forcément se baser sur un imaginaire colonial, parce que ça arrange leur discours, ça arrange, je sais pas, leur prisme à partir duquel ils conçoivent le monde, tout simplement. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à se détacher de ce point de vue décolonial, ou de ce point de vue, en tout cas, si j'ai pas envie de mettre des mots qu'elles n'ont pas dites, mais anti-occidental. Parce que là, clairement, elle se positionne d'un point de vue islamique, d'un point de vue arabe, d'un point de vue décolonialiste, donc quelque part elle se place d'un point de vue de la coloniser. On est dans ce prisme-là, on est dans ce champ lexical-là, si je comprends bien. Mais bon, on poursuit parce que j'ai envie de voir ce qui va se dire après. Donc ok, donc là c'est clairement une accusation. Mais jusqu'à maintenant, ce que j'aime pas dans ce genre de discours, c'est que l'accusation est grave, l'accusation est lourde, mais le coupable n'est pas clairement désigné. Voilà. Et ça, c'est très très malsain, je trouve, dans un discours. Un discours, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre quelque chose. À propos de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, c'est ça le discours.
Donc là, on sait pas de qui il s'agit, on sait pas de quoi on parle. Plutôt, si, on sait de quoi on parle, mais on sait pas à qui vraiment on s'adresse. Parce qu'on accuse quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Voilà, c'est du flou total. On est toujours dans l'abstraction, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours et continuellement dans l'abstraction. Donc la femme dénonce donc notamment certains discours médiatiques, politiques récurrents dans l'actualité, selon lesquels les femmes musulmanes seraient soumises à leur mari, leur père ou leur frère. Seraient victimes d'une religion profondément patriarcale, au contraire des autres religions. N'auraient pas le droit de sortir, de travailler, de fréquenter des hommes. Ces dernières années, on accuse même les femmes portant le foulard de promouvoir un islam politique. Mais alors qu'elles occupent une grande place dans le débat politique, leur parole est invisibilisée selon la présidente. Bon, on va essayer de répondre à ça. Donc, déjà, elle te parle de certains discours politiques, médiatiques récurrents en actualité. Bon, là, j'ai pas essayé de faire le procès de Fatima Bent, donc la présidente de la Lala. Peut-être que lors de l'interview, avec 20 minutes, elle a pu développer son propos, mais l'article est vraiment fallacieux parce que il ne va pas, en tout cas, soit énoncer l'interview ou le contenu de l'interview jusqu'au bout, ou peut-être que Fatima Ben, tout simplement, elle-même ne l'a pas fait, mais en tout cas, à notre niveau, en tant que lecteur, on a un devoir d'exigence intellectuelle. Et l'exigence intellectuelle veut de nous, en tout cas notre devoir rationnel veut de nous, que quand on reçoit en tout cas un propos, on cherche ce qui soit le plus complet possible pour s'assurer de comprendre au maximum. Et là, quand on nous dit que certains discours politiques ou médiatiques récurrents en actualité, selon lesquels les femmes seraient soumises, etc., on ne sait pas de quoi on parle en fait, encore une fois. On ne cite ni de chaîne télé, on ne cite pas de ministres, on ne cite pas de parlementaires, députés, sénateurs, de présidents, on ne cite pas de maires, de préfets. Voilà, on cite rien, on parle de politique, il n'y a même pas un exemple, mini-exemple, sur lequel on pourrait se rattacher pour comprendre de quoi on parle. Parce que, encore une fois, vraiment, ça relève du gros et du grand sophisme que de dessiner une sorte d'ennemi, de coupable imaginaire, qui serait responsable de tous les maux du monde, sur lequel on pourra tout rejeter, pour légitimer une lutte qui est absurde et qui ne va nulle part. Parce que jusqu'à maintenant, on comprend pas de qui elle parle. Encore une fois, on comprend pas de quoi elle parle vraiment, de qui elle parle vraiment. Elle y rattache des accusations, elle y rattache des pseudo-faits, parce qu'on sait pas exactement. En fait, on entend en forme, en superficialité, voilà ce qu'elle sous-entend dans son propos, mais on voit vraiment pas ce qu'il y a en fond. En fond de propos, on voit pas ce qu'il y a. Par exemple, là, si on s'arrête 2 minutes, elle dit quoi? Elle dit que, voilà, donc dans le discours médiatique et politique, il y aurait, on dépeindrait en tout cas, la soumission de la femme musulmane au mari, au père, au frère, qui serait victime d'une religion profondément patriarcale, au contraire des autres religions. Là, premier point, les religions monothéistes sont patriarcales. Elles ont peut-être évolué sous des formes un peu plus moins patriarcales, ou peut-être où le patriarcat est atténué, mais en tout cas elles sont patriarcales, elles sont profondément patriarcales. Dans des manières différentes, à des degrés différents, mais elles le sont, il n'y a pas de souci sur ça. Donc je ne vois pas quel genre de médias ou quel genre de propos politiques aurait tenté de faire penser le contraire. Moi, j'aurais voulu qu'on me donne un exemple. Deuxièmement, oui, les femmes musulmanes, en tout cas dans les pays musulmans, en grande majorité, sont dans une position, ne serait-ce que par la loi, donc soumises à leur mari, ou à leur père, ou à leur frère, voire même à leur fils, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la notion d'héritage, par rapport à la notion de témoignage, par rapport à la notion, par exemple, d'avoir besoin d'un tuteur légal pour pouvoir voyager. Donc oui, ça c'est un fait. Et en France, la loi est républicaine, donc on n'applique pas la loi de la charia. Mais en termes de culture ou de mentalité, puisque l'islam, on va dire, a envahi la culture des pays où elle a réussi à s'implanter,
Donc l'islam en tant que religion a réussi à être transporté lorsqu'à travers les immigrations, les gens sont venus s'installer par exemple en Occident, elle a réussi à être transportée à travers les éléments culturels. Voilà, en même temps qu'elle est aussi un élément culturel. Donc quelque part, culturellement, même si la religion ne s'applique pas en termes de loi, par exemple en France ou en Belgique ou en Suisse, au Canada, eh ben, culturellement parlant, la misogynie, le patriarcat et tous les éléments qui sont reliés à l'islam, l'intolérance religieuse, etc., font en sorte que, notamment, les femmes musulmanes soient soumises, en tout cas pour les gens qui gardent cette forte composante islamique, qui est présente dans les textes fondamentaux scripturaires de l'islam, oui, elles le sont, ces femmes-là, elles le sont soumises. Elles sont soumises à l'homme musulman. La femme musulmane est par essence soumise à l'homme musulman. Même si devant Dieu, en théorie, l'homme et la femme musulmans ont des récompenses égales pour des actes d'adoration égales, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais par rapport au code juridique islamique, par rapport au code moral, au code éthique, ben, il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. La position de l'homme et la femme n'est pas la même. Il y a littéralement un verset qui justifie ça. La notion de supériorité, d'autorité, voire même de responsabilité de l'homme, donc cette prédominance de l'homme sur la femme. Voilà, c'est coranique. Verset 434. Bon. Sourate 4, verset 34, pas précis. Donc on continue. Je suis désolé, je sais que c'est lent, je sais que c'est peut-être lourd à écouter, mais bon, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'ils vont continuer à le faire, et ceux que ça intéresse pas, franchement, je vous retiens pas, je peux comprendre que ça puisse vous ennuyer. Mais c'est important de dire tout ça, c'est très très important de dire tout ça. Donc je poursuis. Donc ces dernières années, on accuse même les femmes donc de porter un foulard, voilà. Donc on continue. Promouvoir un islam politique, oui. Le foulard, d'ailleurs je vous invite tous à lire le livre de Naïm Bastanji, donc qui s'intitule Le linceul du féminisme. Donc le voile linceul du féminisme, qui vous explique en détail le rôle, même cette notion de foulard. Cette notion de foulard est totalement impropre. D'ailleurs, c'est écrit dans son livre, il explique que le voile n'est pas un foulard. Voilà. Vous mélangez les deux, c'est déjà rentrer dans le piège sémantique quand vous voulez imposer les islamistes. Donc le voile est par essence un instrument politique. Voilà. Il a toujours été historiquement parlant. Donc ça c'est un fait. Pour n'importe qui s'y connaît en sociopolitique, qui s'y connaît en histoire, qui s'y connaît en théologie, doit le savoir, oui. Le voile est un instrument qui sert l'islam politique, qui promeut l'islam politique. Voilà, c'est pas une accusation, c'est juste une déclaration factuelle. Voilà, c'est pas une accusation, parce que quand on dit une accusation, c'est clairement l'accusation, elle peut être réfutée, elle peut être contournée, etc. Par exemple, quand on dit que la guerre d'Algérie ou on va dire la guerre Allemagne-France ou la guerre avec les soviets, voilà, a eu lieu à un moment donné, ça c'est un fait. Lorsqu'on dit que par exemple la reine d'Angleterre est morte, c'est un fait. Mais ici c'est la même chose. C'est un fait historique. La construction du voile en tant qu'habillement, en tant qu'obligation religieuse, historiquement parlant, c'est politique en fait. C'est pas que religieux. C'est religieux-politique. Avec une dimension profondément sociologique. Voilà. Donc je poursuis. Donc les femmes n'auraient pas le droit de sortir, de travailler, de fréquenter les hommes. Ben, sans l'autorisation du mari, non. Sans l'autorisation du mari, elles n'ont pas le droit de sortir. Elles n'ont pas le droit de travailler aussi. Et fréquenter les hommes, non, elles n'ont pas le droit de rester avec des hommes, donc elles n'ont pas le droit d'être en mixité avec des hommes qui ne sont pas mahram. Donc par exemple, elles peuvent rester avec des gens de leur famille, avec qui elles ne peuvent pas se marier, comme frères, et par exemple frères, pères, etc. Mais elles ne peuvent pas rester avec des hommes avec qui, en théorie, elles peuvent se marier. Oui,
Elle peut pas donc elle peut pas avoir des amis hommes. Voilà. Je continue. Une parole muselée. Donc cette narration a toujours été vue d'un point de vue dominant. Donc on rentre dans un dominance raciste et personnes qui sont complètement éloignées du réel. Moi, je suis pas éloigné du réel. Hein. Écoute, Bent, Madame Bent, Fatima Bent, pour être précis, présidente de la LAB, je ne suis pas éloigné du réel. Et je ne pense pas être un dominant raciste. Donc je vais essayer de vous comprendre et de vous répondre de la meilleure manière possible. Donc les femmes musulmanes sont toujours exclues de ces débats-là. Jamais conviées, on ne leur donnait jamais la parole. Même lorsqu'il y avait des débats sur leur corps, leur sexualité, elles étaient toujours exclues. Il y a une histoire qui est écrite sans les principales concernées, racontée avec mépris et condescendance. Poursuit Fatima Bent. Donc l'association... Sur ça, on peut se rejoindre. On peut se rejoindre qu'il y a un manque de représentation féminine en général. Le féminin en général manquait dans les médias. Lorsqu'on abordait ce genre de texte, ce genre de sujet, de thématique, peut-être qu'il manquait de représentantes, on va dire voilées, si on veut, ou musulmanes en général, voilà, pour parler de ces sujets-là. Sur ça, on peut vous le dire. Mais on peut vous le dire, oui, vous avez peut-être raison, en soi. Ce n'est peut-être pas une volonté de la part des médias ou des politiques de faire cela, mais ça l'a été. Mais par contre, ce reproche-là, j'espère qu'il se fait en général. C'est-à-dire qu'il se fait peut-être aux Occidentaux, envers les Occidentaux, mais il doit se faire aussi envers les Orientaux, en tout cas envers les pays arabo-musulmans, ou musulmans en général d'ailleurs. Pourquoi se limiter aux Arabes? J'espère qu'il se fait envers tout le monde. Voilà, parce que sinon ce serait un peu injuste. Bon. Donc il y a une histoire qui est écrite sans le principal concerné, ok, qui a raconté avec mépris et condescendance. Ok, le côté, encore une fois, on ne cite pas de qui on parle, de quoi on parle, quand, comment, voilà, mépris, condescendance. Où est-ce qu'elle a vu ça? Je ne sais pas. Bon. Donc l'association pointe aussi que lorsqu'une femme porte le voile, ose s'exprimer dans les médias, s'ensuit une vague de cyberharcèlement. On témoigne l'expérience d'une ancienne présidente de la LAB, Atira Trabelsi, face à Manuel Valls, qui sont humiliés par les propos de l'ex-premier ministre. Plus récemment, c'est Imen Bounour, créatrice du compte Instagram Échelon 7, qui a été victime d'une violente campagne de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, après avoir participé voilé à une compte vidéo partageant des recettes pas chères pour étudier avec BFM TV, a été confrontée à une vague de commentaires d'islamophobes. Bah, écoute, moi je dénonce totalement ce genre de vague de haine, d'appel à la haine, d'appel au cyberharcèlement. C'est ignoble parce que ces jeunes femmes ou ces femmes tout court en subit. Voilà. Franchement, c'est l'une des pires des manières d'exprimer son mécontentement si ces gens-là sont visiblement contre leur discours ou leur personne. Mais en tout cas, encore une fois, je précise, en quoi c'est un reproche en soi. On est d'accord que c'est un reproche qu'on peut faire pour tout le monde. Toute personne victime de cyberharcèlement n'aurait pas à l'être. Toute personne victime d'insultes, de vagues de haine n'a pas à l'être. Pas que les femmes musulmanes. Quelle que soit la raison, personne n'a à être victime de vagues d'harcèlement, de cyberharcèlement, voilà, ou de propos racistes, diffamatoires, etc. Voilà, c'est dans la loi. Chaque année, la LAB reçoit une centaine de signalements entre les témoignages que l'association lance chaque année pour le Muslim Women's Day et les mails que reçoit l'équipe de soutien pour gérer les détresses psychologiques, les discriminations à l'emploi, l'accès aux loisirs, le cas de violence sexuelle. La LAB m'a redonné cette force, donc là on va lire un témoignage. Ok, là c'est la fin les gars, là je vais bientôt vous libérer, les gars, les filles bien sûr, pas de discrimination, je vais bientôt vous libérer. Donc la LAB m'a redonné cette force de pouvoir parler, de m'assumer. Ok. Donc bénévole ou Lala, donc femme en arabe, depuis 1 an et demi dans l'association, Naïe est une étudiante de 25 ans, ok. Portant le voile depuis 17 janvier 2015, je suis passé d'un bac pro à un master sciences politiques, ok. Tout ce qu'on attendait d'une femme musulmane, rester à la maison, servir un homme, j'ai fait tout le contraire. C'est son choix. Quand j'ai Dieu avec moi, rien m'est impossible. Toutes ces barrières psychologiques, la religion me les a enlevées.
je suis en Irlande toute seule pour apprendre l'anglais. Là-bas, personne ne faisait attention à mon foulard. Rentrant en France, dès l'arrivée à l'aéroport, c'était une autre énergie. Les violences islamophobes, naïs, indiquent intériorisés pendant des années. Elle a encaissé des refus de poste malgré un brillant CV où le voile posait clairement problème aux employeurs. Ah là, j'ai pu trouver des mots et comprendre le syndrome de l'imposteur. Je suis la bénévole ressource dans le groupe de parole. Tous les mois, on choisit des thématiques et on parle vraiment avec bienveillance. C'est mon monde ressources qui me permet de trouver la force. On est en train de reprendre notre pouvoir, prendre la parole, ça me fait du bien. La lab m'a redonné cette force de pouvoir parler et de m'assumer. Aujourd'hui, en master de sciences politiques, spécialisation en relations internationales, son rêve est de travailler à l'ONU. Néanmoins, une dernière barrière, elle a fait craindre de ne pas réussir à obtenir son master, trouver un stage en entreprise qui ne sera pas dérangée par son voile. Ok, je peux comprendre ça. Maintenant, juste, je reviens sur un truc avant de finir avec l'audio, parce qu'il a beaucoup tardé. En fait, le problème, c'est que, ici, mais vraiment, il y a une contradiction flagrante. Que, je sais pas si vous avez fait gaffe ou pas, mais on va relire juste quelques extraits. Je suis passé d'un bac pro à un master sciences politiques. Jusqu'à là, pas de souci. C'est là que ça commence. Tout ce qu'on attendait d'une femme musulmane, rester à la maison, servir un homme, j'ai fait le contraire. Donc elle, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. C'est-à-dire que une femme musulmane a des devoirs. Ok? Comme l'homme d'ailleurs, musulman, y a pas de souci sur ça. Les deux ont des devoirs envers Dieu, envers la société aussi. Quand j'envers la société, par exemple, c'est envers les parents, envers les enfants, envers le mari ou l'épouse, etc. Donc là, elle est en train de dire que donc l'islam, en tant que religion, donc a une dimension morale, éthique, donc des injonctions, des obligations, mais aussi des interdictions, notamment le fait de rester à la maison. Donc on va enjoindre les femmes, pour certains c'est une obligation, pour d'autres c'est une recommandation à rester à la maison, à servir leur mari. Donc ce que la religion lui demande de faire, que ce soit par obligation, par recommandation, par conseil, par prescription, ce que tu veux, ça dépend du degré avec lequel tu appliques ces injonctions divines. Mais en tout cas, ce que l'islam lui a demandé de faire, elle l'a pas fait. Voilà, elle l'a pas fait. Ce qu'elle a dit, tout ce qu'on attendait d'une femme musulmane, bah j'ai fait le contraire. Elle a dit, c'est même pas qu'elle l'a pas fait, elle a fait le contraire. Donc, et après, totalement contradictoire, c'est-à-dire tout ce que Dieu lui a demandé, elle a fait le contraire, et elle dit quand j'ai Dieu avec moi, rien n'est impossible. Et déjà, on est face à une dissonance cognitive des plus élevées. J'ai jamais vu ça. Toutes ces barres psychologiques, la religion me les a enlevées. Alors qu'en fait, non, là, elle a rien compris à ce qui vient de se passer. C'est pas pour la psychologiser, mais j'ai l'impression qu'elle est dans un déni de réalité. Mais corrigez-moi si je me trompe. Mais là, on est face vraiment à une sorte de voilement psychologique. Elle est en train de dire qu'en s'éloignant de la religion, elle s'en est plus rapprochée, c'est ça? Alors que non, c'est l'inverse. Les barrières psychologiques ont été levées en t'éloignant de la religion. C'est pas la religion qui t'a enlevé les barrières psychologiques, c'est l'inverse. Les barrières psychologiques sont tombées parce que tu t'es astreint de la religion. C'est ça en fait ce qui s'est passé. Et le foulard, ce que t'appelles foulard, mais qu'il faudrait plus appeler voile, parce que foulard, ça n'a rien à voir avec le voile, effectivement, c'est en vérité un stigmate religieux. C'est-à-dire que toi, tu t'es astreint de la religion, hein, Lala, comme tu t'es surnommé, mais comme tu t'es pas astreint complètement, en tout cas tu n'admets pas à t'être astreint, tu n'arrives pas à l'admettre, tu n'arrives pas à assumer, en ton éloignement de la religion et des prescriptions religieuses donc qui vont avec, ben ce que tu vas dire pour un peu te rassurer, parce que là c'est qu'à monter en phase de dissonance cognitive, c'est que tant que je mets le voile ça passe, ce qu'on appelle l'accommodement religieux ou le bricolage religieux. Je te souhaite bon courage pour l'avenir. En tout cas, voilà, c'était la fin de l'analyse de ce petit article. Ça a duré un peu trop longtemps à mon goût. Et j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. À chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse plus court, mais au final, ça reste toujours lent.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt tout le monde. Ciao.